On a quand même un ensemble de paradoxes, je pense, sur cette centralité du travail, c'est-à-dire qu'à la fois, on a ce mouvement qui semble peut-être un mouvement d'extension du travail, au sens où il y aurait une marchandisation d'une partie des activités peut-être grandissante, et en même temps peut-être un recul du travail au sens d'une activité rémunérée, encadrée par le droit du travail. Bernard Vasseur et moi, on insiste sur ce qu'on appelle une effervescence communiste. Il y a une effervescence communiste en ce moment. Énormément de travailleurs maintenant estiment que la bourgeoisie capitaliste n'est pas légitime dans la façon dont elle définit le travail, entre autres pour des raisons écologiques, mais aussi des raisons d'impasse anthropologique, etc. Le capitalisme aliène et exploite le travail en construisant en permanence l'inégalité des travailleurs. Pour lui, c'est fondamental. Ce que je peux dire, en tout cas, peut-être sur un fragment de cet état social, c'est que l'état social, à un moment, ce sont aussi des institutions particulières, dont certaines sont vraiment en charge de défendre ce modèle, quand même, de l'inspection du travail, les URSSAF, qui sont le bras armé de la protection sociale, voilà, ils récupèrent les cotisations. Et ils ont quand même mené, voilà, à contre-courant d'une politique gouvernementale qui était quand même très favorable aux plateformes, ils ont mené une politique de contrôle et de sanctions. La dette, c'est une pure fantasme, enfin. C'est penser comme naturel que le préalable à la production, ce soit la dette. Mais non, le préalable à la production, c'est l'émission monétaire des salaires nécessaires pour que les travailleurs se mobilisent. La dette, là, avec une grande majuscule, hein, c'est vraiment la divinité qui est en permanence invoquée pour nous soumettre. Voilà, quand on allume une vidéo de Frio, on sait qu'on va apprendre des choses et dévoiler des rapports de force et qu'on va trouver des issues, quoi, qu'on va trouver de quoi se rassurer sur le fait qu'il y a déjà des choses rassurantes, qu'elles sont là, qu'elles sont solides, qu'elles incarnent peut-être même le sens de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des entretiens croisés du Vent se lève. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la centralité du travail dans notre société. Alors ce thème du travail est omniprésent dans les discours politiques, autour notamment de la fameuse valeur travail. Et les politiques du travail, ou plutôt d'ailleurs de l'emploi, s'enchaînent avec l'objectif affiché de lutter contre le chômage. Dans le même temps, du côté des citoyennes et des citoyens, on se définit souvent par son travail, et ce dernier semble d'ailleurs occuper une place toujours plus importante dans la vie des gens. Un travail qui peut être source de souffrance, d'aliénation, ou au contraire d'émancipation, quand on y trouve du sens, que l'on décide de son contenu, et c'est donc de tous ces enjeux que nous allons discuter aujourd'hui avec deux sociologues du travail. Tout d'abord, Sarah Abdelnour, bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine PSL, et vous êtes spécialiste des travailleurs indépendants, en particulier des auto-entrepreneurs. Vous avez notamment écrit Les Nouveaux Prolétaires et Moi, Petite Entreprise, et par ailleurs, vous aviez déjà accordé un entretien au Vent se lève il y a quelques années, que j'invite nos spectateurs à lire. Nous avons également le plaisir d'accueillir Bernard Friot. Bonjour. Vous êtes économiste et sociologue du travail. Vous êtes aussi à l'origine du Réseau Salariat, une association d'éducation populaire qui défend l'idée d'un salaire à vie, un salaire donc à la qualification personnelle, qui est une proposition inspirée de vos travaux. Nous avons déjà eu l'occasion de faire plusieurs entretiens et conférences avec vous ces dernières années. Et vous venez également de sortir avec Bernard Vasseur, Le communisme qui vient, aux éditions La Dispute. Avant de commencer cet entretien, nous vous rappelons que Le Vent se lève est un média entièrement bénévole, mais dont l'activité nécessite d'importants moyens. Nous avons lancé une campagne de financement participatif. Si vous appréciez notre travail, si vous souhaitez que nous puissions pérenniser ces entretiens croisés, vous pouvez nous faire un don mensuel via le lien indiqué en description de cette vidéo. Une première question porte sur cette centralité du travail. Faites-vous ce constat justement d'une centralité du travail dans notre société? Et puisque vous appartenez tous les deux au champ de la sociologie du travail, comment cette question du travail s'est-elle imposée dans votre propre trajectoire de chercheuse et de chercheur? Sarah? Oui, merci de votre invitation. Oui, alors je dirais que les sociétés capitalistes, peut-être dans leur ensemble, sont des sociétés qui sont sans doute assez obsédées par le travail, en fait. Il y a quelque chose d'une centralité matérielle et politique du travail. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a quand même un ensemble de paradoxes, je pense, sur cette centralité du travail. C'est-à-dire que à la fois, on a ce mouvement qui semble peut-être un mouvement d'extension du travail, au sens où il y aurait une marchandisation
d'une partie des activités peut-être grandissantes, et en même temps peut-être un recul du travail au sens d'une activité rémunérée, encadrée par le droit du travail. Là, on a peut-être par contre un recul ces dernières décennies, et avec peut-être du coup la conjonction de ces deux phénomènes qui crée une croissance du travail gratuit, ce que Maud Simonet rassemble sous ce terme de travail gratuit, c'est-à-dire un ensemble finalement d'activités productives au sens où elles sont mises au service d'une production qui apporte du profit à des entreprises, à des individus, et en même temps, voilà, ce recul du cadre légal et de la rémunération autour du travail. Donc voilà, elle rassemble sous ce terme de travail gratuit les stages, le bénévolat, mais aussi tout ce workfare, donc le travail en contrepartie des prestations sociales, et là avec l'obligation qui a été mise en œuvre au 1er janvier de cette année 2025 de l'obligation de 15 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA. Je pense qu'on est en plein quand même dans cette activité, donc quelque chose quand même d'assez paradoxal quand même sur cette centralité du travail, qui par ailleurs pourrait largement être questionnée au vu des gains de productivité très forts. On pourrait penser qu'il faudrait plutôt que le travail capitaliste recule, en dehors par ailleurs des projections politiques qu'on pourrait faire là-dessus. Et puis pour ce qui est de mon intérêt pour ces questions, alors il est né en partie du fait d'avoir assisté au cours de Bernard Friot à Nanterre. Je pense qu'assez vite dans ma formation en sciences sociales, la question du travail, mais comme institution, quoi, avec tout ce qui a pu se créer collectivement dans le cadre aussi de mouvements de résistance, tout ce qui a pu se créer autour du travail, qui a pu modifier fondamentalement le sens de ce travail. Ça s'est vite imposé comme une question que j'ai trouvée assez passionnante. Je vais pas aller plus loin dans mon auto-analyse et comprendre à quoi ça fait peut-être écho plus personnellement, mais c'est peut-être pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé cette question assez passionnante, des cours passionnants, des lectures passionnantes sur le fait d'avoir réussi à créer ces institutions assez prodigieuses qui ont transformé ce qu'on pouvait faire collectivement autour de la création, de la production. Moi, comment je suis venu au travail, c'est à partir du salaire. Et la centralité du travail, elle a vraiment deux sens très très différents quand on analyse le salaire. Tu faisais allusion à la valeur travail dans ton introduction. La valeur travail, c'est une proposition qu'il faut qualifier soit de communiste, soit de capitaliste. De même que Sarah parlait du travail capitaliste. La proposition communiste, c'est seul le travail produit la valeur. Et le mot valeur, là, il a un sens économique. Et la conclusion, c'est aux travailleurs de décider de ce qui a valeur et de décider du travail. La valeur travail telle que le capitalisme en fait la promotion, c'est tout à fait autre chose. Le mot valeur, là, il a un sens moral. Et il s'agit de mériter, de gagner sa vie par son travail, d'être fier de gagner sa vie par son travail. Et là, on voit bien que le mot travail, là, n'est en réalité pas central. Ce qui est central, c'est la fierté de gagner sa vie par son travail. Mais être fier de son travail, ça, c'est une toute autre paire de manches qui suppose qu'on soit souverain sur le travail, qu'on décide du travail. Or, précisément, dans le capitalisme, on l'est pas. Le travail est un monopole de la bourgeoisie qui décide de son contenu, qui décide de sa localisation, qui décide des travailleurs qui le produiront. Donc, la centralité du travail doit se conquérir au sens de devenir souverain sur le travail. Et non pas être fier de gagner sa vie par son travail, mais être fier de son travail. Et ça, c'est pour le moment minoritaire. Ce qu'on appelle la souffrance au travail, un terme qu'il faut vraiment
contesté parce qu'il psychomédicalise des rapports sociaux, exprime le fait que, faute d'être souverain sur le travail, le travail est pour nous une réalité hétéronome, hein, alors que nous sommes le travail, ben non, il faut qu'on aille au travail, qu'on demande du travail, qu'on ait ou qu'on n'ait pas du travail. Enfin, dans le capitalisme, le travail est une réalité hétéronome et c'est son autonomie qu'il s'agit de conquérir. L'un comme l'autre, vous rappelez notamment à la suite de Robert Castel que la critique du salariat développée par Marx a été dépassée historiquement par les conditions du développement même de la société salariale. Alors pouvez-vous revenir sur les évolutions de cette société salariale et en particulier sur ses apports en termes de protection, voire d'émancipation, alors certes relative, hein, des travailleurs et des travailleuses? C'est absolument fondamental hein, de sortir le mot salariat de son équivalence à institution capitaliste. Non. Le capitalisme est un mode de production contradictoire dans lequel une classe révolutionnaire est en capacité d'instituer des alternatives au capitalisme dans le capitalisme même. Et en matière de salaire et de salariat, c'est spectaculaire. Le salaire capitaliste, c'est une rémunération à l'acte, c'est le prix de la force de travail, comme le dit Marx, c'est-à-dire les besoins dont je suis, la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire un acte qui met en valeur du capital. Et on va appeler travail dans le capitalisme, d'ailleurs, tout acte de production qui met en valeur du capital, quelle que soit sa valeur d'usage. Et ce paiement à l'acte vient sanctionner, disons, le fait d'avoir posé cet acte, hein, soit comme travailleur indépendant, la forme... Enfin, Sarah est beaucoup plus compétente que moi sur la question, mais moi je pense que la forme canonique de mise au travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant, parce que c'est celui qui est le plus facile à aliéner et à exploiter, faute de regroupements collectifs qui puissent border l'exploitation et l'aliénation, comme l'ont fait les organisations de travailleurs salariés. Le travailleur indépendant, enfin dit indépendant, en réalité, le contenu de son travail est décidé par le prêteur, le fournisseur ou le client. Un agriculteur exploitant de type FNSEA, bon ben, il est très endetté, il se fournit en intrants auprès de bailleurs, il vend sa production de porc industriel ou je sais pas quoi à une centrale d'achat de la grande distribution, et ces trois groupes capitalistes-là, à travers les prix qu'ils lui imposent, ponctionnent l'essentiel de la valeur qu'il produit, en lui laissant le prix de sa force de travail, c'est-à-dire de quoi être encore demain à faire le port industriel qui met en valeur leur capital, et il décide à sa place, fondamentalement, de ce qu'il va produire et de la façon dont il va le faire. Donc il y a aliénation et exploitation, dont le vecteur essentiel, c'est l'indépendance. Lorsqu'apparaît l'emploi, après que, comme l'a très bien montré Claude Didry dans l'Institution du travail, ce bouquin absolument fondamental de 2016, où il analyse dans la dynamique du 19e siècle la montée en puissance de la CGT et la capacité qu'elle a eue d'imposer le Code du travail en 1910. Or, le Code du travail, en interdisant la sous-traitance, il va obliger les donneurs d'ordre capitalistes qui inscrivaient le travail dans le droit commercial, dans la fiction de l'égalité des parties, et qui achetaient de l'ouvrage fait auprès de travailleurs indépendants ou auprès de collectifs sous-traitants, va leur imposer de devenir employeurs. Et donc les poser précisément enfin face à des travailleurs qui jusqu'ici, comme ingénieurs, employés supérieurs, ouvriers, étaient dans des mondes sociaux complètement différents, vont se retrouver enfin en face du capitaliste qui ne peut plus se masquer derrière le droit commercial, du capitaliste exploiteur. Et ça va permettre alors
une unification de ces groupes sociaux autour du salaire tel que la convention collective, à partir de 1919 et jusqu'aux années 80, disons, va le construire comme, non pas comme salaire capitaliste du paiement à l'acte, y compris quand ce paiement à l'acte se fait à l'heure, mais du salaire non capitaliste, on va dire, du paiement à la qualification du poste. Dans la convention collective, on qualifie des postes et on est payé non pas pour ce que l'on fait, pour la tâche que l'on fait, mais pour la qualification de son poste, si bien que pendant le confinement, les travailleurs qui avaient un CDI avec un salaire respectant la convention collective, quoi qu'ils aient fait, ils ont eu 84% de leur salaire. C'est donc déjà un premier conquis, de lier le salaire non plus à l'acte de travail, comme c'est le cas dans tout travail indépendant et toutes les formes construites pour lutter contre l'emploi, c'est-à-dire les mesures jeunes, les CDD, l'intérim, tout ce qui nous fait revenir au paiement à l'acte, disons. Contre cela, donc, le salaire de la convention collective, c'est déjà un conquis considérable où on est payé pour la qualification de son poste et non pas pour la tâche valorisante du capital que l'on a accomplie. Et puis, alors surtout, le conquis le plus considérable, c'est lorsque la qualification passe du poste à la personne et que c'est la personne elle-même qui est le titulaire de son salaire. C'est quand même inouï. Que dans le capitalisme même, le mouvement ouvrier était en mesure, à travers la fonction publique, à travers les salariés à statut, à travers la transformation des allocations familiales en salaire pour les parents en 1946, quelque chose qui était très combattu bien sûr et auquel Rocard a mis fin avec la CSG, mais avec la transformation du G cotisé, G droit de la retraite du privé, toujours en 1946, en poursuite d'un salaire de référence sur le modèle de la fonction publique. Bref, tout ce qui a dissocié le salaire de l'emploi pour le lier à la personne, pour en faire un attribut de la personne. Et là, nous sommes dans des prémices du communisme. Si par communisme on entend une souveraineté sur le travail par les travailleurs eux-mêmes ou par les citoyens, disons, parce que le mot travailleur change de sens pour devenir citoyen, il faut évidemment que les droits économiques soient des attributs de la personne. On ne peut pas être souverain sur un travail si on a des droits économiques liés au contrat qu'on passe avec une entreprise ou au contrat qu'on passe avec des fournisseurs ou des clients pour une performance sur le marché des biens et services. C'est impossible. Donc la souveraineté, qui est le cœur du communisme, la responsabilité sur le travail, suppose que le salaire soit un attribut de la personne. Or, c'est déjà le cas du tiers des plus de 18 ans, donc c'est quand même considérable comme conquis. Alors, Sarah Abdelnour, vous pouvez peut-être aussi revenir sur cette question des évolutions de la société salariale, et notamment en montrant que les remises en cause de cette société salariale ont été nombreuses, principalement depuis les années 1970-1980, en fonction des évolutions du capitalisme. Et alors, quels sont les enjeux de cette fameuse contre-révolution néolibérale, et en quoi la figure contemporaine de l'auto-entrepreneur est-elle l'incarnation justement de cette évolution ? Oui, je vais revenir juste sur l'intérêt, il me semble, de distinguer salaire communiste et salaire capitaliste, parce que, alors, je pense que c'est une référence qui peut être discutée et qui, je pense, t'amène à la discuter, mais c'est vrai que quand Robert Castel fait son histoire du salariat, il raconte, ce qu'il appelle l'extraordinaire aventure du salariat, qui est passé du discrédit le plus total au moment où salariat égale prolétariat à ce statut qui devient le socle de protection, le socle du droit du travail et le socle de ce qui va devenir la sécurité sociale. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'on a dit ça, on sait plus très bien ce qu'est le salariat. Enfin, du coup, est-ce que c'est encore ce rapport de production capitaliste? Est-ce que c'est devenu autre chose, etc. Et je pense que
pour pas se perdre trop dans ce débat, c'est important. Je pense que le travail de clarification, bon, qui est déjà présent chez toi, mais peut-être la discussion avec Lordon a un peu c'est ce qui a permis, hein, c'est le bouquin avec Lordon qui a permis ça, de qualifier communiste ou capitaliste des termes qui sont toujours utilisés dans l'absolu, salaire, valeur, exactement. monnaie, je sais pas quoi. Oui, il faut sans doute à chaque fois les qualifier parce que c'est vrai que sinon on se perd un peu dans ce débat et c'est ce qui permet aussi des formes de retournement de la pensée ou de retournement rhétorique, bon, qui sont peut-être un peu grossiers, qui se voient vite, mais qui sont quand même qu'il faut réussir à mettre en lumière. C'est-à-dire que par exemple, quand effectivement les personnes qui mettent en place l'auto-entrepreneuriat, qui viennent de la droite libérale, très identifiée, très anticommuniste, le mettent en place, ils disent finalement ça plairait à Marx parce que il y a plus d'exploiteurs, il y a plus d'exploités, il y a plus que des indépendants. Donc ils réactivent un certain idéal de l'autonomie au travail, d'un artisanat qui a la maîtrise du processus de production, qui a effectivement la fierté du travail. Ils vont essayer de retourner ça contre les communistes et contre les conquis sociaux en disant finalement ce serait l'auto-entrepreneuriat qui plairait à Marx. Donc voilà, ils aiment bien citer Marx, ils aiment bien s'amuser à retourner un peu ce discours. Bon, on est dans quelque chose qui est un peu une astuce rhétorique, parce que si on leur dit ah bah d'accord, mais très bien, mais dans ce cas partageons, collectivisons les moyens de production, et là ils disent ah non on savait pas du tout ce qu'on voulait dire, donc voilà, on voit bien que c'est une petite astuce un peu anecdotique dans leur pensée, mais je pense que ça, en tout cas, ça nous oblige à clarifier ce qu'on entend par salariat. Castel, quand il écrit son livre à la fin des années 90, repère que après quelques décennies de consolidation, de création de la protection sociale qui est voilà un des piliers du salariat communiste, on assiste à l'effritement de la société salariale. Bon, je pense que Nicolas da Silva rappelle bien que tout ça, il n'y a pas 30 ans de consensus et de stabilité, puis un effritement, les luttes sont permanentes. Mais on a quand même une période où la protection sociale va plutôt réussir à se déployer, se consolider. Et c'est vrai que les années 70 marquent quand même la fin d'un processus plutôt de déploiement, et il y a cet effritement de la société salariale. Cet effritement, il va s'attaquer d'abord au cœur du salariat, donc à l'emploi stable, le CDI avec son salaire effectivement à la qualification, donc ça va commencer à s'effriter. On va perdre de plus en plus la stabilité de l'emploi. Les protections sociales autour de l'emploi vont commencer un peu à se fragiliser. Donc ça, c'est ce qu'il observait. Et puis ce qui s'est passé un peu après qu'il écrit son livre, ça va être la fragilisation du salariat en promouvant finalement ses marges, son négatif, donc le travail indépendant, qui lui n'est pas couvert par le droit du travail, est couvert quand même par certaines formes de protection sociale, mais qui sont plus faibles. Et donc ça, c'est une nouvelle dynamique qui a commencé dans les années 70. Hein, le gouvernement Raymond Barre, à la fin en 76-79, commence à expérimenter des premières formes de promotion du travail indépendant, alors qui s'appuient sur le salariat. C'est-à-dire que ils vont utiliser les ressources socialisées, puisque finalement c'est des cadres à ce moment-là qu'on va inciter à créer leur entreprise, et ils vont pouvoir utiliser finalement les ressources de la protection sociale, puisqu'on va leur donner le bénéfice d'utiliser finalement ce qui leur reste d'allocation chômage comme capital d'investissement pour créer leur entreprise. Donc on utilise la protection sociale pour jouer contre elle en fait après, puisque finalement ces travailleurs sont incités à quitter le salariat. À ce moment-là, voilà, les dispositifs sont quand même assez restreints, ils sont plutôt réservés aux cadres, et ce qu'on observe, c'est que par contre, ils vont se maintenir. Ça devient un outil qui va être utilisé par la droite comme par la gauche du gouvernement, qui est censé, voilà, un petit peu résoudre les problèmes de chômage. Voilà, ça va être utilisé comme outil de politique d'emploi. Et puis, ce mouvement d'incitation au travail indépendant va vraiment prendre une ampleur inégalée jusqu'alors, au début des années 2000. On est voilà sous le gouvernement Sarkozy. Il propose sa loi dite de modernisation de l'économie, qui est sa loi programmatique sur le volet économique. Là-dedans, ils vont mettre un titre qui est consacré à ce qu'ils appellent l'auto-entrepreneur, donc qui est ce régime social, fiscal spécifique pour les entreprises individuelles,
Voilà, en dehors de ces aspects techniques, l'objectif, c'est de dire quasiment à tout le monde, vous pouvez avoir en puissance ce droit d'exercer comme travailleur indépendant. Donc c'est vraiment une invitation à changer de rapport au monde productif. C'est vraiment soyez entrepreneur de vous-même, créez votre propre complément de revenu. Pour les chômeurs, c'est sortez de l'assistanat, créez votre propre source de revenus. Pour les autres, ça va être créer un complément de revenu, gagner en pouvoir d'achat, entre guillemets, hein, en montant votre auto-entreprise. Et là, c'est tout un rapport aux autres, au monde économique, à l'État qui va se modifier avec la naissance de ce dispositif, puisque voilà, ça crée des formes de socialisation économique très différentes de celles du salariat, des formes d'incitation, voilà, à la prise en main individuelle, des formes aussi de rapport à l'État social qui vont être beaucoup plus hostiles, puisque les travailleurs indépendants, de manière générale, ont tendance à voir les prélèvements sociaux comme vraiment quelque chose qui vient grignoter ce qu'ils auraient produit à la sueur de leur front, quoi. Ce qui est pas, voilà, dans le salariat, le rapport aux institutions sociales est quand même largement différent. Je pense qu'assez peu nombreux sont les salariés qui ont l'impression qu'ils devraient gagner leur brut et qu'on leur ôte une partie de la sueur de leur front avec les cotisations sociales. Là, les indépendants, ils ont quand même vraiment ce rapport-là à la contribution sociale. Ils ont tendance à voir vraiment ça comme un parasite, quelque chose qui viendrait rogner leur effort, leur mérite. Et voilà, et ça invisibilise un peu tout ce dont eux aussi sont bénéficiaires, hein, parce que même si les indépendants étaient assez hostiles à la mise en place de la protection sociale unifiée en 45-46, en fait, petit à petit, les protections sociales vont se rapprocher quand même. Ils vont quand même mettre en place des formes de protection sociale qui vont un petit peu se calquer sur celles des salariés, bon, même s'ils ne bénéficient pas de la protection contre la perte d'emploi, le chômage qui est quand même majeur. Et donc voilà, ce dispositif, c'est vraiment quand même la montée en puissance, l'avènement d'une nouvelle logique de d'effritement du salariat, finalement en le contournant plus qu'en l'effritant dans son cœur, quoi. Alors justement, ces évolutions ont donc été accompagnées par une remise en cause des droits sociaux qui avaient été conquis par les travailleuses et les travailleurs au cours du siècle dernier. Et la question des statuts est ici très importante, car le pouvoir politique et économique fait de leur suppression un cheval de bataille pour libéraliser davantage le marché du travail, entre guillemets. Et alors si on en fait le bilan, où en est-on de ces droits du travail? Quels ont été les principaux reculs lors des dernières décennies? Et au contraire, lesquels ont-ils le mieux résisté? Bernard d'abord? Ce que dit Sarah est incontestable, et il faut aussi te dire le constat statistique que le CDI augmente parmi les travailleurs. Hein. Donc il y a un effritement des droits incontestable, une promotion de l'auto-entrepreneuriat, une promotion de tout ce qui déroge aux conquis des droits du XXe siècle, sans qu'on constate un effondrement statistique, cela dit, de ces droits. Je crois qu'il faut quand même insister sur ce point. Entre 84 et 2022, donc sur la période vraiment dans laquelle il y a une attaque formidable des droits conquis, les emplois en CDI augmentent beaucoup plus vite que les autres. Et donc tout le mouvement auquel on assiste de promotion de situations de travail avec des droits inférieurs à ceux qui ont été conquis n'empêche pas la poursuite de la promotion du conquis des droits. Ça, c'est un point sur lequel il faut insister.
qu'est-ce qui est le plus attaqué de mon point de vue, hein, mais ça, c'est parce que ça dépend un peu de la focale que je mets dans l'analyse. Parmi les conquis, c'est justement cette dissociation du salaire et du contrat ou de la performance sur le marché des biens et services, avec en particulier l'interruption de la dynamique de la fonction publique, hein, de l'embauche en fonction publique, la suppression des statuts EDF, GDF, RATP, SNCF, qui étaient des statuts copiés sur la fonction publique et qui justement dissociaient le salaire du contrat de travail pour en faire un attribut de la personne. Et ça se manifeste par exemple dans le fait qu'à l'EDF, GDF, la pension de retraite s'appelle salaire d'inactivité de service. Nous sommes bien dans une logique du salaire, pas dans une logique du différé de cotisation tel que la bourgeoisie le préconise pour la pension. Donc il y a des reculs. La promotion à travers l'invention de l'insertion des jeunes, d'une part pour les moins de 35 ans et de la seniorité pour les plus de 50 ans, de situations de fragilité sur le marché du travail qui pèsent sur le droit de ceux qui, entre 35 et 50 ans, ont conservé, disons, les conquis du XXe siècle. Tout cela existe, hein, c'est incontestable, mais faisons attention, hein, à ne pas apporter de l'eau au moulin de nos adversaires. Je pense par exemple à quelque chose qui m'avait surpris quand j'étudiais avec Patrick Sagolani, et tu étais sur le coup aussi, entre autres la constitution de la proposition de nouveau statut travail salarié à la CGT. J'ai trouvé des tracts de la CGT où il y avait une confusion entre la proposition du nouveau statut qui cherche à consolider les conquis du XXe siècle, et puis la proposition autour de la sécurité sociale professionnelle, par exemple, et puis la proposition de sécurisation des parcours professionnels, qui est la proposition de la CFDT, qui, à travers la sécurisation des parcours professionnels, entend au moins accompagner la fin du CDI, l'éloge de la fluidité, bref, tout ce qui permettrait de revenir au droit commercial comme droit dans lequel s'inscrivent les rapports de travail. Cette permanence de ce projet capitaliste existe, bien sûr, mais on pourrait devenir vulnérable, encore plus vulnérable sur ce terrain si on ne voyait pas la solidité quand même des institutions du CDI, de la convention collective, même si, quand on prend la dernière convention collective de la métallurgie, le terme qualification tend à disparaître, enfin des éléments absolument décisifs sont mis en cause, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Et cette résistance a justement aussi pour beaucoup à voir avec la lutte défensive des salariés. Or, les travaux en sciences sociales ont bien montré le déclin des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier dans les dernières décennies. Alors, comment expliquer cet affaiblissement des forces de gauche qui étaient censées représenter et défendre le monde du travail? Sarah? Oui, je démarre. Je vais quand même revenir sans se lancer dans une bataille de chiffres, mais c'est vrai que le CDI reste pour le moment une institution forte, et je pense que effectivement il faut faire attention aux discours qui vont s'intéresser aux transformations et qui vont peut-être un peu perdre de vue ce qui est pour le moment encore central. Donc effectivement, moi quand je regarde ces développements du travail indépendant, ça reste une part largement minoritaire dans l'emploi total. On est
aux alentours de 10%, 12%, 15%. Ça dépend un peu si on arrive à saisir aussi les formes de travail indépendant complémentaires. Et la plupart des enquêtes statistiques qu'on a portent sur l'emploi principal. Donc c'est vrai que peut-être ça le sous-estime un petit peu, mais il n'empêche, ça reste minoritaire. Après, il me semble quand même que la part des CDD dans l'emploi total augmente, que les embauches sous forme de CDD deviennent extrêmement majoritaires, puisqu'il y a quand même des secteurs d'activité et des métiers. Dans l'embauche, oui. Dans le flux des embauches, exactement. Oui. Pas dans le stock de l'emploi, mais dans le flux. Oui, bien sûr. Et il faut voir l'effet que ça va avoir sur le stock. Oui, non, mais je suis d'accord. Les flux avec, en même temps, des chiffres qui parfois il faut essayer un petit peu pas de détricoter, parce que ça dit quelque chose, mais cette part très importante des CDD dans les embauches, ça tient aussi au fait que, par exemple, les hôtes et hôtesses d'accueil peuvent être embauchés sur des CDD de 1 jour. Donc, évidemment, une personne peut faire 300 embauches dans l'année. Donc, bon, c'est des chiffres, ça peut valoir le coup de pousser un petit peu plus loin, mais effectivement, le CDI reste quand même, pour le moment, une institution forte qui a un poids important dans l'emploi. Peut-être que ça tient en partie aux luttes aussi pour le maintenir. Alors après, bon, sur l'affaiblissement des forces de gauche, je pense que ça a été extrêmement commenté, discuté depuis les années 80 sans doute, depuis que le mouvement devient effectivement assez net. Je pense que les explications ont beaucoup varié. Je pense que dans les années 80-90, on mettait beaucoup en avant les grands équilibres internationaux, des explications plutôt géopolitiques, notamment la chute du bloc soviétique, était mise en avant comme un facteur fondamental. D'autres formes d'explications historiques ont plutôt ensuite mis en avant les transformations des structures matérielles de production. En France, ça va être les formes de désindustrialisation, ou en tout cas les désindustrialisation. Là aussi, ça suppose de réfléchir, parce que la part des ouvriers dans l'emploi reste très importante. Un tiers des hommes en emploi sont des ouvriers aujourd'hui en France, donc il faut là aussi faire un peu attention à être assez mesuré, assez précis sur les évolutions historiques. Donc une désindustrialisation relative, mais par contre une transformation des structures, y compris industrielles, de production, avec une décollectivisation, c'est-à-dire une perte aussi des bastions ouvriers qui étaient des lieux aussi de ce que Marx avait vu venir, c'est-à-dire quand on rassemble les ouvriers, on peut aussi faire coaguler un peu les luttes. Donc ça, par contre, ça a été quand même assez méticuleusement fragilisé. Et donc la transformation des structures de production, qui est quand même une explication assez centrale dans le recul des forces de gauche, sur laquelle viennent se greffer aussi des discours qui vont venir décrédibiliser aussi ces forces, les rejeter dans le passé, dans le stalinisme, tous les anathèmes dont ils ont pu souffrir. Et donc ce qui peut aussi expliquer l'évolution de la superstructure, comme dirait Marx, donc l'évolution des forces politiques, l'arrivée au pouvoir des forces néolibérales conservatrices, le tournant que tout le monde identifie, l'arrivée au pouvoir de Thatcher, de Reagan, et qui va donner lieu ensuite à cette transformation à la fois des structures productives et des discours qui vont être très préjudiciables aux forces de gauche. Mais peut-être là aussi tu auras quelque chose de plus réconfortant et enthousiasmant sur le fait qu'elles se maintiennent, qu'elles restent fortes, qu'il y a quand même encore quelque chose de tout ça qui est solide. Enfin, ça reste nos organisations de masse les plus importantes, mais c'est vrai qu'elles sont sur la défensive depuis une quarantaine d'années et que les défaites sont plus importantes que les victoires. Une hypothèse que nous avançons dans le bouquin, Bernard Vasseur et moi, le communisme qui vient, de ce côté défensif et donc voué à la défaite. Dans la défense, elle est vouée à la défaite s'il n'y a pas d'offensive du mouvement syndical. C'est que, en fait, pour reprendre ta question précédente sur les principales attaques des conquis du XXe siècle, c'est que ce qui s'opère dans ce qu'on appelle le néolibéralisme, enfin un terme trop vague à mon avis pour être vraiment intéressant d'un point de vue diagnostique, c'est que c'est le contenu même du travail qui devient l'objet d'un management de plus en plus
qui s'attaque aux compétences des travailleurs, qui les nie. On embauche d'ailleurs des chefs qui connaissent pas du tout le boulot pour être sûr qu'ils n'auront aucune complicité avec les travailleurs qu'ils sont amenés à en quelque sorte dépouiller de toute puissance sur leur travail. On voit très bien comment, dans des entreprises comme la SNCF ou autres, mais dans de très nombreuses entreprises, où la montée du CDI, la montée de la stabilité des collectifs, etc., s'accompagnait d'une affirmation des travailleurs sur le contenu même de leur travail, tout ça fait l'objet depuis 40 ans d'une attaque, mais absolument résolue, pour ôter aux travailleurs la maîtrise de leur travail, tout en inventant des trucs d'entreprise libérée, enfin tous les machins à la gomme qui nous font croire que. Mais or, enfin, dans l'hypothèse prudente que nous faisons, Bernard Vasseur et moi, il nous semble que le syndicalisme s'est centré sur le maintien des statuts, le maintien du CDI, le maintien, etc., etc., mais qui n'a pas pris, à mon avis, en main le fait qu'il faut prendre le pouvoir sur le contenu même du travail. Et que pour pouvoir promouvoir les statuts qui ont été conquis, c'est la bataille sur le contenu même du travail. Et cette bataille, elle n'est pas pour le moment centrale dans la mobilisation syndicale. Ce que nous disons, Bernard Vasseur et moi, dans le bouquin, c'est que, cela dit, et ça c'est tout à fait nouveau, il n'y a plus aujourd'hui d'adhésion au contenu du travail tel que la bourgeoisie capitaliste l'organise de façon insensée, et en particulier depuis une quarantaine d'années. Il y a plus de consensus du tout, y compris chez les cadres, où on a un rapport extrêmement cynique à l'entreprise et au travail, alors qu'il y a 50 ans, ils étaient éperdument amoureux de leur boîte. Tout ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé évidemment dans une dérive d'extrême droite, mais qui peut aussi, justement, si les travailleurs organisés, enfin les organisations de travailleurs, non pas gèrent la souffrance au travail, ce que font beaucoup aujourd'hui de syndicalistes, ils gèrent la souffrance au travail, justement, et donc ils accompagnent en quelque sorte cette dérive de perte de maîtrise sur le travail concret. Si au contraire, le cœur de l'action syndicale devient la conquête de la maîtrise du travail concret, et donc des droits qui la rendent possible, ça évidemment, là, je pense que nous pouvons sortir de disons, de la pente un peu savonneuse dans laquelle est aujourd'hui le mouvement syndical. Alors vous avez commencé à aborder cette question précisément là, mais est-ce que vous pouvez revenir sur les évolutions de la syndicalisation en France lors des dernières décennies et surtout sur le fait que plutôt que de s'effacer, cette conflictualité sociale s'est plutôt recomposée dernièrement, que ce soit au sein des entreprises ou au sein de l'économie des plateformes. Oui, là aussi effectivement, les chiffres méritent d'être un peu précisés, parce que si on prend juste le taux de syndicalisation, bon, c'est vrai que la chute est quand même assez nette. On avait un taux de syndicalisation d'environ 30% des travailleurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40, je crois, et on est à 10-11% à peu près, ça dépend un peu des années, dans les dernières années, décennies. Voilà, après, c'est un taux qui masque un ensemble d'évolutions qui sont un petit peu plus complexes que ça quand même. On a des formes de conflictualité sociale, disons, qui sont aussi, peut-être précisément aussi un petit peu plus difficiles à saisir par les outils habituels. C'est un peu ce que voient les collègues qui travaillent sur les enquêtes, notamment de la DARES, qui permettent un peu d'aller regarder ce qui se passe en termes de conflictualité sociale dans les entreprises.
Et là, on voit des choses quand même un peu plus variées, des taux de conflictualité d'ailleurs parfois qui remontent. On n'est pas sur une trajectoire linéaire, ça certainement. Et puis des formes de conflictualité qui sont moins bien comptabilisées. On n'a pas forcément les journées de grève totales, les journées non travaillées, ce qui était un des indicateurs forts. On peut avoir des débrayages, on peut avoir, à mesure aussi que le travail parfois a un cadre réglementaire qui est parfois un peu moins net, parfois finalement les collègues viennent participer au mouvement sur leur journée non travaillée, où ils font des débrayages qui sont plus courts, donc ils vont être moins comptabilisés. Mais voilà, il faut pas s'arrêter juste aux chutes de taux de syndicalisation, aux chutes de journées individuelles non travaillées, qui effectivement sont des indicateurs en baisse, mais enfin la réalité sociale est plus complexe. Et c'est vrai que quand on a travaillé avec Sophie Bernard sur les mobilisations des travailleurs des plateformes, bon, là, c'est vrai qu'on voit un petit peu autre chose, c'est-à-dire les plateformes numériques de travail, donc chauffeur VTC, livraison de repas, s'installent en France, et puis finalement, 1, 2, 3 années après, il y a déjà des organisations de travailleurs, il y a déjà des journées, des grèves, des mobilisations collectives qui se montent, qui durent parfois plusieurs semaines, avec des blocages d'aéroports, des moyens, par ailleurs, d'action qui sont assez traditionnels du secteur routier. Ils vont à la fois protester sous les bureaux de ces grandes plateformes, pour beaucoup américaines, anglaises, Deliveroo, Uber, etc. Ils vont aussi interpeller les pouvoirs publics en allant bloquer les aéroports, en allant bloquer des axes centraux, notamment à Paris, à Lyon, dans les grandes villes où ils exercent quand même majoritairement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que assez vite, ces travailleurs qui sont pourtant censés être l'archétype du travailleur indépendant, qui veut pas du salariat, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il dit quand il veut pas du salariat? Effectivement, il veut pas d'un patron au-dessus de sa tête qui lui enlève son autonomie au travail. Mais Bernard aussi ne veut pas de ça. Par contre, finalement, ils veulent bien du salariat comme instance de justement qui leur permettrait de retrouver un peu d'autonomie au travail dans la mesure où leur travail sera organisé en coopérative, par exemple. Ils veulent bien du salariat quand il s'agit de protection sociale, puisque finalement, assez vite, quand on assiste à ces mobilisations et qu'on rencontre les meneurs de ces mobilisations et l'ensemble des participants, ce qu'on voit, c'est que ils estiment, finalement, ils ont une forme de socialisation politique assez express. Toute cette situation les a amenés à beaucoup s'interroger sur le type de modèle que représentent ces entreprises. Et puis ils vont nous dire finalement, l'ubérisation, c'est vraiment un cancer de la société et c'est en train d'attaquer notre système de protection sociale. Alors franchement, on s'attendait pas vraiment à voir ça, mais on a des luttes qui sont des luttes de salariés qui veulent que les grandes plateformes payent leurs impôts en France, qui veulent que les travailleurs soient davantage intégrés dans les décisions collectives sur la manière de travailler. Donc, discuter des tarifs, discuter de comment travailler, discuter du repos, du nombre d'heures qui leur semble raisonnable. Finalement, ils veulent un modèle plus réglementé. Alors certains font référence au taxi, d'autres évoquent clairement la protection sociale comme quelque chose qui leur semble finalement un combat à mener. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir quand même des formes d'organisation de travailleurs qui pourtant, pour lesquels tout semblait peut-être un peu hostile à des formes de coordination protestataire, puisqu'ils travaillent chacun pour eux, ils peuvent se voir davantage comme concurrents que comme travailleurs partageant une même condition. Et pourtant, voilà, je vous dis vraiment extrêmement rapidement après l'implantation des plateformes, ils vont se mobiliser sous des formes différentes. Ils vont monter des organisations de travailleurs dont certaines d'ailleurs vont se rapprocher de centrales syndicales. Ils vont intenter aussi des actions en justice pour se faire requalifier. Donc là, il y a des centaines depuis de procès qui montrent là aussi que le droit du travail... Le mot requalifier, se faire requalifier. Oui, pardon, ils vont demander à ce que la justice reconnaisse que finalement ils sont dans des situations de subordination par rapport aux plateformes. Donc c'est la plateforme qui finalement fixe les tarifs, les est incités, voire obligés en fait à se mettre auto-entrepreneurs pour exercer pour eux, mais que finalement derrière ils n'ont aucune autonomie dans le travail. On fixe leurs tarifs, on les informe, on ne les laisse pas choisir leur clientèle. Au début, on ne les informait même pas sur où ils allaient. Ils n'ont aucun droit de discuter des conditions de travail, et donc il faut reconnaître par la justice que finalement leur situation devrait être celle de salariés avec les droits afférents.
et qu'elle était fictivement une situation d'indépendant, juste pour que la plateforme ne paye pas des cotisations sociales, essentiellement. Juste par rapport à ça, tu peux peut-être revenir rapidement sur l'histoire de Souleymane. Enfin, si tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu, et ce que ça dit aussi, son succès par rapport à ces questions-là. Le succès du film ? Oui. Oui, effectivement, je pense que le film, l'histoire de Souleymane, est un témoignage assez, alors c'est sous forme de fiction, hein, mais qui est quand même très très renseigné, qui est vraiment un travail intéressant, qui va là aussi mettre en lumière une autre réalité du travail des plateformes, qui est l'usage assez conscient de la part des plateformes de la main-d'œuvre sans papier, qui est voilà évidemment une main-d'œuvre assez facilement exploitable dans la mesure où elle a voilà très peu de possibilités, qu'elle est permanente sous la menace de renvoi, d'obligation de quitter le territoire, que donc ça en fait une main-d'œuvre qui a beaucoup de mal à faire valoir ses droits, assez maigre d'ailleurs, et c'est vrai que le film est intéressant, et ce qui est aussi intéressant, c'est son parcours, de qui le regarde et qui s'est senti informé par ça. Et ce qui est intéressant, c'est que nous on rencontre dans le cadre d'une enquête récente que je mène avec des collègues politistes et juristes, on travaille sur les décisions de justice, justement sur le contentieux autour des plateformes numériques, et on voit des magistrats qui sont informés aussi par ça, qui estiment que la justice, dans l'application du droit social, du droit du travail, doit prendre en compte les asymétries de position, et doit prendre en compte le type de profils sociaux qu'il y a derrière ces plateformes. Et c'est vrai que certaines enquêtes sur les livreurs à vélo de repas ont montré en quelques années l'évolution très forte du profil. Les plateformes aiment beaucoup communiquer sur des étudiants qui font ça sur le côté, etc. Bon, finalement, ça a été ça, et très vite, en 2-3 années, la population est devenue très largement une population qui n'a que ça, qui n'a pas de statut social par ailleurs, qui n'a pas la sécurité sociale étudiante, qui n'a pas par ailleurs de statut au sens aussi de position dans la collectivité, de rattachement, de liens sociaux, des travailleurs qui n'ont de plus en plus que ça, ça étant quand même une activité très dangereuse, pour laquelle ils sont pas couverts sur les accidents du travail. Les auto-entrepreneurs, la première année d'exercice, ne sont pas couverts en cas d'accident du travail, donc ils n'ont pas d'indemnité journalière, ils n'ont pas de chômage, et donc on a quand même une population qui est extrêmement précaire. Le film le montre bien dans cette vie où les dangers sont un peu permanents, entre la difficulté de se loger, de se nourrir, l'isolement qui se retrouve à la fois dans le travail et dans l'ensemble des structures sociales de leur existence, Bernard Wasser-Reymaud, on insiste sur ce qu'on appelle une effervescence communiste. Il y a une effervescence communiste en ce moment, c'est-à-dire là où on l'entendait pas forcément, mais aussi par des situations d'exit, de personnes qui veulent travailler selon leur déontologie, qui veulent pas produire de merde pour le capital, et qui, alors en bricolant avec des statuts souvent précaires, entendent bien produire et travailler selon leur déontologie. Donc ça, pour nous, c'est très porteur d'avenir. Alors, tout le rôle des organisations, aussi bien politiques que syndicales, de travailleurs, c'est de sortir tous ces marginaux de la marge, de promouvoir des dynamiques qui permettent que toutes ces initiatives très multiples, alors vraiment partout, de travailler autrement et de travailler selon sa déontologie, encore une fois, dans des tas de champs, dont le vent se lève est d'ailleurs une expression, que toutes ces initiatives sortent de la marge et sont en mesure réellement d'offrir une alternative à la logique capitaliste, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et puis il faut aussi que, alors là, tu me poses la question, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement? Et puis je réponds par du il faut, c'est pas tout à fait. Mais si, on observe aussi, y compris sur les lieux de travail, qui eux sont les lieux centraux, enfin disons
les services publics, les grandes entreprises, etc., des mouvements tout à fait intéressants. Prends ce qui s'est passé pendant la bataille sur les retraites, des énergéticiens qui ont ouvert et fermé le courant comme ils l'entendaient, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont exercé leur puissance de travailleurs. Alors ça a été très judiciaire, enfin ça a été ensuite, parce que précisément c'est là le cœur de la lutte de classe, hein. Est-ce que les travailleurs décident du travail, du contenu concret du travail, hein, ou pas? Ça a été ensuite, ça a fait l'objet de sanctions, de mesures judiciaires, parce que tous les juges n'ont pas l'ouverture de ceux auxquels tu as fait allusion à propos des requalifications en matière de livraison à domicile. Mais pour nous, c'est très porteur d'avenir, cela. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a aujourd'hui... tu prends les soulèvements de la terre, mais les soulèvements de la terre, ça porte bien sur le contenu du travail. Refuser des bassines, c'est pas simplement, on se bat pas sur le statut, là, on se bat sur le contenu du boulot. On va pas faire une agriculture à base de production de biocarburants ou de production pour la bouffe alimentaire industrielle, de soja et autres, en utilisant de façon totalement absurde l'eau. Donc, le mouvement des soulèvements de la terre, c'est bien un mouvement sur le contenu du travail, sur ce que doit être le travail, sur ce que doivent être les infrastructures. Le fait de refuser une absurde autoroute 69, c'est aussi sur le contenu même du travail. Hein. Est-ce que c'est le fret de la SNCF ou des camions qui vont transporter les marchandises? Donc oui, il y a une effervescence communiste sur le contenu du travail aujourd'hui. Alors ça nous amène à une série de questions un peu plus politiques peut-être. Et la première, donc en tirant le bilan de ce que vous venez de décrire, est de savoir comment on peut renouer justement avec une posture plus offensive que défensive. Ben pour nous, Bernard Vasseur et moi, c'est en assumant les déjà là communistes. Hein. Moi par exemple, j'ai été complètement atterré par la réaction syndicale et politique à ce scandale de la suspension des infirmières. C'était pour beaucoup des infirmières, enfin des soignants qui étaient surtout des soignantes, mères de jeunes enfants, c'est ça le profil statistique le plus important, qui, ayant refusé de se vacciner, ont été suspendus avec suspension du traitement. À l'été 21. Alors vous avez eu des protestations du type on manque déjà de soignants et voilà qu'on en supprime 15 000. Des protestations du type c'est inadmissible de doter du salaire à des gens qui n'ont pas démérité. Aucune protestation sur l'atteinte formidable au statut de la fonction publique. Ces soignantes étaient pour l'essentiel des fonctionnaires hospitalières. Or, le statut de la fonction publique, des articles tout premiers de la loi Le Pors de 83 sur la question, c'est tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Puisque précisément nous avons conquis le salaire comme un droit de la personne. Donc, cette cécité sur ces conquis fait que on ne sait pas les mettre en valeur et les défendre lorsqu'ils sont mis en cause. Autre exemple, enfin, l'article 1er de la loi sur la réforme, la dernière loi sur la réforme des retraites, c'est la suppression du statut des FGDF et RATP. Tout le mouvement s'est construit autour des 62-64 ans. Mais sur ce point central, d'en finir avec le conquis énorme d'un salaire lié à la personne et non pas au contrat de travail, très peu de mobilisation. Donc, pour nous, le cœur d'une reprise de l'offensive, mais c'est de partir des lieux précisément où on a conquis
des éléments, des prémices du communisme, le salaire à la personne, etc. Mais encore faut-il le voir, quoi. Hein. On préconise aussi que le geste de Croizat, hein, qui en 1946 supprime les cotisations dans le calcul de la pension, hein, qui aligne la pension du régime général sur la logique de celle des fonctionnaires, en faisant de la pension la poursuite d'un salaire de référence et non pas la contrepartie de cotisation. Bon, ben, ce geste qui donc pose le salaire comme le droit de la personne des pensionnés et non plus comme le droit lié à leur contrat de travail. C'est ça que fait la retraite. La retraite, elle fait passer la qualification du poste à la personne dans le régime général, comme c'est de poser cet acte dès 50 ans, d'anticiper, de profiter de toutes les bagarres publiques pour conquérir des droits de souveraineté sur le travail. Donc, la bataille sur la retraite, eh bien, faisons la retraite à 50 ans, c'est-à-dire faisons du salaire un attribut de la personne dès lors que l'on a 50 ans, mais on ne va pas ensuite confiner ces retraités dans le bénévolat associatif. Ils vont rester dans l'entreprise, bien sûr, et titulaires de leur salaire, avec un deuxième droit qui est un droit de non-licenciement, hein, un droit du type de celui dont bénéficient les délégués syndicaux. Ces quinquagénaires en pleine possession de leurs moyens professionnels, le plus souvent en rage de ne pas pouvoir les exprimer correctement, menacés de devenir seniors et donc de plus avoir droit à la formation, d'être invités à passer en CDD, voire en auto-entrepreneur comme salarié coûte trop cher. Ben non, nous allons au contraire en faire des moteurs de l'autogestion parce qu'ils vont être chargés, titulaires de leur salaire et inlicenciables, d'entrer en conflit avec les actionnaires et les directions sur le contenu même du travail, sur la définition du contenu du travail. Voilà le genre de... C'est des propositions qui valent ce qu'elles valent, hein, mais notre bouquin, il essaye de faire des propositions qui soient dans la continuité des conquis, pas des trucs qui sortent de je ne sais pas où, c'est vraiment dans la continuité qui honore ces conquis, qui fassent qu'ils ne disparaîtront pas parce qu'on va les actualiser, les généraliser et trouver enfin se battre sur notre terrain et sur notre agenda, alors qu'on se bat à la remorque en permanence de l'agenda de nos adversaires. Comment peut s'impulser cette mise en sécurité sociale d'autres secteurs, que ce soit l'alimentation, la culture, le logement, etc. Et pour être un peu plus provocateur, est-ce que c'est pas un peu irréaliste par rapport à l'état du rapport de force ? Le rapport de force, c'est pas un état. Un rapport de force, c'est quelque chose qui se construit et il peut se construire sur ce phénomène nouveau qu'expriment bien des collègues comme Thomas Coutreau ou Aristide Cuquier dans les ateliers Travail et démocratie, par exemple, hein, ce phénomène nouveau qui est une défection vis-à-vis du travail tel que le capitalisme l'organise. C'est quand même une interrogation sur le contenu du travail. Enfin bon, alors transformer une défection en mobilisation macro, à l'échelle macro-sociale pour un autre travail, c'est un énorme boulot. Hein, ça, j'en disconviens pas. Mais lorsque toute une série de collectifs qui réfléchissent à une sécurité sociale de l'alimentation se sont mis en place en l'espace de 3 ou 4 ans, des quantités. Il y a une réelle dynamique. Hein. Alors, il y a des hauts et des bas, les initiatives locales sont pas toujours très... il n'est pas toujours sûr qu'elles soient totalement progressistes, etc., bien sûr, mais voilà un phénomène nouveau. Hein. La mise en place d'expérimentations locales de sécurité sociale de l'alimentation, parce que c'est dans ce champ-là qu'il y a le plus
d'expérimentation, elle s'inspire, et de façon explicite, c'est ça qui est intéressant, de ce déjà-là communiste qu'a été la mise en place, la mise en sécurité sociale des soins dans les années 60-70. Hein. Tu as, à ce moment-là, alors que le système aussi bien ambulatoire qu'hospitalier de soins était très très peu de choses dans les années 50, tu as une émergence là d'une production nouvelle, la production de soins de santé, qui se fait sur des modalités largement non capitalistes. C'est passionnant. Elle s'appuie sur une avance en monnaie. Toute production suppose une avance en monnaie qui n'est pas par un prêt venu des banques ou des marchés financiers. Il y a une part de prêt public par la Caisse des dépôts et consignations, mais ce qui est le plus spectaculaire, c'est que cette avance monétaire pour rendre possible une production de soins de santé va se faire sous forme de salaire socialisé. C'est du salaire qui va être avancé. La hausse du taux de cotisation dans les années 60-70 est telle qu'on passe de 33% de taux de cotisation, alors pas qu'à la santé, hein, vieillesse, famille et chômage à partir de 58, de 33% du salaire brut dans les années 50 à 55% du salaire brut au début des années 80. Il y a une progression vraiment phénoménale du taux de cotisation qui fait que les caisses de sécurité sociale sont très richement dotées et que ce salaire socialisé va être avancé à la place du crédit, fut-il public, pour produire les soins, enfin pour produire les CHU, payer les ouvriers, les ingénieurs qui construisent les CHU, payer tous les travailleurs qui font les outils du soin, payer les soignants eux-mêmes. Tout cela va se faire non pas à partir d'un endettement, hein, qui est le propre de tout début de production dans le capitalisme. Les travailleurs, avant même de commencer à travailler, sont déjà endettés. Quand on sait combien, dans l'histoire, l'endettement est un facteur de soumission et d'aliénation, c'est fondamental de constater que l'on a pu construire notre production de soins avec une part très minoritaire d'endettement, avec des travailleurs qui travaillaient pas pour rembourser une dette, mais qui travaillaient pour soigner ou pour accompagner les soins comme travailleurs comptables et autres dans les hôpitaux. Cette assurance maladie qui avançait les fonds sous forme de salaire ne l'a fait qu'auprès de professionnels conventionnés. Bon, là, c'est aussi très important. On a un outil, là, le conventionnement, qui est un outil de politique publique majeur. On va pas conventionner si on fait une sécurité sociale de l'alimentation, la centrale d'achat de Leclerc ou Massey Ferguson qui fait des outils irréparables. On va, au contraire, conventionner des producteurs. Ça, conventionner des producteurs, bien sûr. Producteurs, distributeurs, restaurateurs, enfin, de toute la chaîne des travailleurs de la filière, qui vont répondre à un certain nombre de critères de production non capitalistes, comme on l'a fait en matière de soins. Et puis comment est-ce qu'on a payé ces soignants? On les a payés par de la fonction publique, c'est-à-dire en les libérant du marché du travail. On a su faire, et à une époque où au départ, en tout cas, ensuite c'est plus le cas à partir de 67, mais le régime général est géré par les travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire où il y a une démocratie également, de fait, dans la définition des CHU qui vont être construits, des transformations des hospices en hôpitaux locaux, de la création des maternités. Tout ça va faire l'objet de délibérations dans des instances qui sont encore partiellement démocratiques. Donc on a là tous les ingrédients, hein. Définition d'instances démocratiques à l'échelle territoriale cohérente, outils du conventionnement par ce que la monnaie qui va servir à
à payer toute cette production, enfin tous ces travailleurs qui produisent les soins, est une monnaie marquée, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut l'utiliser qu'auprès de professionnels conventionnés, donc outil du conventionnement, salaire à la qualification personnelle, avance des salaires et non pas avance du capital. C'est sur ce modèle-là, extrêmement performant, extrêmement combattu, bien sûr. Hein, s'il y a une telle, aujourd'hui, déshérence de tout ce système, c'est qu'il a été combattu. Mais justement, à ne pas le généraliser, à ne pas l'actualiser, on ne peut amener que la défaite. C'est ce conquis-là ne peut continuer à exister que s'il est généralisé. Donc, on n'a pas besoin d'inventer l'eau chaude, hein, on a déjà tous les ingrédients de la chose, et je trouve, moi je suis très admiratif de la façon dont une série de collectifs se sont emparés de ces 4 principes pour faire des anticipations locales, et puis surtout travailler à une loi. Hein. Il y a déjà une proposition de loi dans ce sens qui a été portée par des députés LFI, parce qu'il s'agit bien sûr que toutes les initiatives locales trouvent un débouché macro, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, et en matière de culture, la même chose avec une proposition de loi qui a été déposée par un député communiste, là, d'Harryville. À la fois donc le mouvement de création d'initiatives locales selon ces 4 principes de la mise en sécurité sociale, et puis la recherche de débouchés parlementaires à cette mobilisation pour que on passe à l'échelle macro et qu'on sorte de l'exit, hein, tous ces dissidents dont j'ai signalé l'existence et dont je salue le caractère de communiste. Est-ce que déjà dans les entreprises, on ne peut pas en voir un certain nombre de formes, comme les coopératives par exemple, qui permettent aux travailleurs et aux travailleuses d'exercer un certain pouvoir sur le contenu même de la production? Effectivement. Je suis d'accord vraiment avec Bernard, hein, sur le fait que c'est vraiment le cœur de la question, hein, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux travailleurs sur ce qu'il est utile collectivement de produire, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ensemble, à quoi on veut consacrer cette énergie, et c'est vrai que il y a un mouvement quand même de reprise d'usines sous des formes coopératives qui est un espace intéressant, qui reste relativement marginal, mais qui peut quand même, qui est aussi pas mal étudié, visibilisé, et qui donne une impulsion, quoi, qui donne un exemple d'une autre manière de produire en discutant vraiment du bien fondé de ce qu'on fait. Et au niveau des travailleurs de plateforme, c'est quelque chose qui peut être aussi un des débouchés des formes de mobilisation. On a un ensemble alors ça s'est plus vu dans le domaine de la livraison de repas, mais c'est pas inexistant du côté des chauffeurs VTC aussi, qu'une partie des personnes qui se mobilisent et qui réalisent qu'en fait il y a difficilement une sortie vraiment heureuse dans le fait de rester un peu inféodé et prisonnier des plateformes, puisque finalement ça reste un espace où au mieux, après des mois de mobilisation, ils arrivent à obtenir des garanties assez faibles. C'est vrai qu'une partie d'entre eux, je dis d'entre eux, c'est vrai qu'il y a assez peu de femmes dans ces secteurs, et c'est une vraie question, peut-être j'y reviendrai, mais une partie d'entre eux va se diriger vers une vraie sortie du modèle et essayer de monter des coopératives dans lesquelles là ils vont vraiment discuter ensemble de comment travailler, comment se partager le travail, comment se partager les bénéfices économiques du travail, comment se répartir le chiffre d'affaires de leur coopérative, avec une logique tout autre, hein, qui est plutôt celle de subvenir aux besoins et de discuter collectivement, et non pas d'enrichir une personne sur l'exploitation du travail des autres. Donc c'est vrai, c'est des contre-modèles qui sont encore assez marginaux. Ce qui, je pense, est intéressant, c'est d'aller regarder les conditions matérielles qui permettraient à ces coopératives de prendre une vraie place sur le marché. Et là, c'est vrai qu'il faut aussi revenir au soutien politique qui a été très fort, qui sont venus vraiment aider l'implantation
des plateformes numériques en France et qui, du coup, pour le moment, rendent aussi difficile l'émergence économique de ces alternatives. Donc voilà, c'est des espaces, sont des espaces intéressants dans lesquels on peut vraiment voir des embryons de vraie démocratie au travail et de vraies discussions collectives, des formes de collectivisation des moyens de production, de véritables démocraties sociales, qui pour le moment sont quand même vraiment très faibles dans la plupart des entreprises. Les travailleurs ne sont pas même pas consultés. Consultés serait encore sans doute faible, mais ne participent pas véritablement à l'organisation du travail et à la discussion sur voilà ce qui mérite d'être produit, ce que tu dis. Cesser de produire des choses qui sont mortifères, quoi. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment le cœur. Non, mais c'est vrai que c'était une proposition vraiment enthousiasmante. C'est juste dire bon, on arrête et on réfléchit. Qu'est-ce qui mérite vraiment d'être produit, quoi. Et là, si on fait ça, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter, quoi. Ils vont s'arrêter de tourner en rond sur des choses qui ne servent à rien ni à personne, à part pour le moment enrichir une poignée, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on inclue dans le temps de travail le temps de la délibération, le temps de l'évaluation de l'outil. Qu'est-ce qu'on démantèle, qu'est-ce qu'on utilise à d'autres fins. S'agissant de toute l'infrastructure autour de la neige, par exemple, on va pas continuer indéfiniment à faire des canons à neige absurdes. Qu'est-ce qu'on fait donc de tout cet outil qui existe à d'autres fins que l'industrie de la neige? Prenons l'aéronautique toulousaine. On va pas envoyer des avions dans le ciel indéfiniment. Qu'est-ce qu'on fait de cet outil formidable qui existe? Comment est-ce qu'on le réoriente? Ça suppose un temps de délibération qui doit devenir un temps de travail. Si on veut avoir avec le vivant non humain une toute autre relation dans la production d'alimentation que la relation de l'agrobusiness, ça suppose des temps d'apprentissage mais considérables. Les vivants non humains qui sont décisifs évidemment dans la production de l'alimentation, encore faut-il que nous ayons avec eux une toute autre relation et les apprentissages de ces relations non directement productifs doivent devenir du temps de travail. Alors une autre question qui se pose par rapport à ces enjeux, c'est la question de l'État. Comme outil de transformation sociale ou au contraire comme y faisant nécessairement obstacle. De ce point de vue-là, le développement de l'État social a-t-il forcément été négatif du point de vue des droits et des pouvoirs des salariés? Et puis une autre question qui est un peu liée aussi, c'est celle d'autres institutions, notamment les institutions européennes. Dans quelle mesure elles peuvent accompagner ou au contraire faire obstacle aux dynamiques alternatives que tu proposes? Peut-être Sarah puis Bernard. Oui, alors c'est une énorme question de toute la pensée politique. Voilà, est-ce que c'est vrai que dans la pensée marxiste, voilà, l'État va être une émanation des conditions matérielles et donc va servir quand même, voilà, le pouvoir économique. Bon, c'est sans doute faire un petit peu fi de la diversité de l'État, de moments historiques. C'est assez délicat. Dans l'état de nos démocraties ou républiques, l'État pour le moment ne représente pas l'intérêt des populations travailleuses. Donc c'est vrai que c'est difficile sans doute d'y placer tout l'espoir de transformation sociale, ça c'est sûr. Maintenant, les artisans de la protection sociale, voilà, Ambroise Croizat était quand même ministre. Voilà, l'État social a joué un rôle quand même important. Mais c'est vrai que voilà, cette histoire reste assez partagée, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment l'incorporation au sein de l'État qui a joué, est-ce que sont au contraire plutôt des luttes dans lesquelles l'État pouvait peut-être être un frein aussi à cette gestion beaucoup plus paritaire et plus démocratique des institutions sociales. Bon, je sais pas, je trouve ça, c'est vraiment pas évident. Enfin, c'est une énorme question de sociologie politique, d'histoire politique, donc c'est compliqué d'y répondre. Ce que je peux dire, en tout cas, peut-être sur un fragment de cet état social, c'est que l'état social, à un moment, sont aussi des institutions particulières
dont certaines sont vraiment en charge de défendre ce modèle quand même. C'est-à-dire, quand on a travaillé justement sur les plateformes numériques avec notamment Émilien Julliard et Dominique Méda, on est allé regarder justement quelles étaient les institutions qui étaient un peu garantes de l'application du droit du travail et du droit social, puisque les plateformes cherchent quand même massivement à le contourner. Et assez rapidement, on tombe sur l'inspection du travail, les URSSAF, qui sont, comme le disait un agent URSSAF qu'on a rencontré, le bras armé de la protection sociale. Voilà, ils récupèrent les cotisations. Et ils ont quand même mené, à contre-courant d'une politique gouvernementale qui était quand même très favorable aux plateformes. Ils ont mené une politique de contrôle et de sanctions vis-à-vis de ces plateformes. C'est-à-dire que pourtant l'inspection du travail a quand même été largement amenée ces dernières décennies à être plus conciliante, à être plus dans l'accompagnement des entreprises que dans la sanction. Bon, là, ils ont estimé qu'il n'y avait pas vraiment moyen de discuter ou d'aménager les plateformes, que leur modèle était par définition un modèle d'évasion légale et fiscale. Ils cherchaient à éviter le droit du travail. Et ils ont quand même mené des politiques assez fermes de sanctions en dressant des procès-verbaux, souvent conjointement, inspection du travail URSSAF, en allant déposer ça auprès de la justice. Et effectivement, les procureurs ont en partie suivi ces constats et préconisations qui visaient à sanctionner pour travail dissimulé les plateformes. Et donc dans ces espaces-là, en tout cas, on voit que dans l'État qui est un peu l'échelle des revirements politiques de gouvernement, mais qui a aussi des institutions qui se sentent en charge de défendre un modèle. Et à ce titre-là, je pense en tout cas qu'il y a au moins des espaces dans l'État social qui sont des espaces de défense du droit social et du droit du travail. Après, ça n'empêche pas sans doute que l'espace le plus fiable dont on dispose, c'est l'espace qui est vraiment investi par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes pour se défendre et organiser quelque chose qui leur est favorable et qui, on peut penser quand même, est favorable au progrès plus largement. Mais voilà, pour peut-être avoir une lecture qui est pas complètement, qui estime pas que l'État est peut-être un espace totalement perdu, mais voilà, peut-être parce que je manque un peu de formation anarchique dans mon parcours, mais anarchiste, mais voilà, je sauverais peut-être quelques espaces de l'État social. Bien sûr que nous avons absolument besoin d'État, nous avons absolument besoin, j'ai insisté beaucoup sur la dimension macro-sociale des institutions, alternative à celle du capitalisme. C'est pas dans notre coin, en additionnant des trucs dans nos coins, qu'on va être en mesure d'en finir avec l'agro-business, par exemple. Donc, ce que Marx appelle le dépérissement de l'État, c'est pas du tout la fin de l'État. C'est le fait que ces fonctions macro-sociales ayant force de loi, par ailleurs, s'imposant, comme l'est le régime général de sécurité sociale ou des choses comme ça, c'est que ces fonctions-là soient gérées non pas par un appareil d'État, mais par les citoyens eux-mêmes. C'est ça, par les intéressés eux-mêmes. C'est ce mouvement-là que j'observe, moi, quand j'étudie la naissance en 46 du régime général. Le régime général, la Sécu en 45, elle est omniprésente, il y a des tas de caisses, il y a des milliers, des dizaines de milliers de salariés qui gèrent les cotisations et les prestations de toutes ces caisses de sécurité sociale. Il y a plus de 1000 caisses en 45. Et ce qui va se passer en 46, c'est une subversion de cette sécurité sociale patronale pour confier, alors pas en totalité, bien sûr, la victoire n'est pas totale, mais pour confier partiellement le pouvoir de gestion de ce dispositif qui, réunissant des tas de caisses, concerne dès 47 le tiers de la masse salariale, mais au début des années 60 sera plus important que le budget de l'État. Ben voilà, nous avons des travailleurs élus tous les 5 ans. Alors le mode d'élection, tout ça est à discuter. Nous avons peut-être d'autres formes de fonctionnement démocratique. Ça fait d'ailleurs partie aussi de l'effervescence communiste en cours. Tous ces milieux associatifs et autres qui sont dans l'apprentissage d'autres formes de démocratie que le truc vertical avec un CA, un président, enfin, etc., etc.
Donc, on a un déjà là, disons, de l'État communiste, c'est-à-dire déjà là qui n'a pas duré longtemps, qui a duré quand même 20 ans, c'est quand même pas tout à fait rien, mais que De Gaulle va s'employer très délibérément dès 1960, et alors en 67 avec les ordonnances, à mettre en cause ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est-à-dire la gestion par les travailleurs eux-mêmes, partiellement, disons, d'une institution aussi macro-économique importante que le régime général de sécurité sociale. Donc, il s'agit de poursuivre ce mouvement, hein, d'arrêter de célébrer tout ça comme du passé. Comment est-ce que nous pouvons l'actualiser comme le disait Sarah, heureusement qu'il y avait des ministres communistes au gouvernement en 46 pour que à travers Ambroise Croizat pour la sécurité sociale, Marcel Paul pour le statut des électriciens et gaziers, Thorez pour le statut de la fonction publique, tous les conquis qui viennent subvertir le salaire capitaliste tel qu'il était pratiqué jusque-là, puisse être fait. Mais cette présence n'a été efficace que parce qu'il y avait eu 5 ans de résistance, que parce qu'il y avait une mobilisation populaire considérable. C'est comme le signalait Sarah, le lieu de mobilisation possiblement victorieux des travailleurs, puisque c'est eux qui font le boulot, c'est le lieu de travail. Et c'est ce que Bernard Vasseur et moi, c'est surtout une contribution de Bernard Vasseur, parce que lui c'est un philosophe qui connaît très bien les pensées politiques et puis Marx. Il montre comment Marx pose le cœur du politique, non pas dans ce qu'on appelle la sphère politique, qui est le lieu de la mise en scène, en quelque sorte, du politique, mais le cœur du politique, c'est ce qu'il appelle le despotisme de la fabrique. C'est sur le lieu de travail. D'ailleurs, si la bourgeoisie s'accommode de parlements dans lesquels il y a des anticapitalistes, dans la sphère politique, et que ça la dérange pas de trop, c'est parce que sur le lieu de travail, et y compris le contenu même du travail depuis 40 ans, hein, elle est aux manettes. Donc c'est là qu'il faut que nous subvertissions son pouvoir, que nous conquérions les droits. Alors, le salaire à la qualification personnelle, c'est évidemment une condition nécessaire. On peut pas conquérir le pouvoir si nos droits économiques dépendent du contrat que nous passons avec la bourgeoisie capitaliste dans le contrat avec l'entreprise, dans l'entreprise. Mais c'est pas une condition suffisante, hein. C'est sûr que ça suppose une toute autre école de l'apprentissage de la responsabilité collective, donc une école sans notes, où on passe pas son temps à se comparer, une école où on n'est pas là à exalter le mérite, hein. Une école au contraire où on apprend à décider collectivement, à assumer collectivement des responsabilités. Oui, il y a beaucoup de boulot encore pour devenir communiste, mais on peut aussi considérer qu'il y a déjà là sur lesquels on peut s'appuyer. Et une façon de les actualiser, c'est peut-être aussi de voir comment ils peuvent, c'est déjà là aussi, s'articuler à d'autres luttes, notamment les luttes écologistes, féministes ou encore antiracistes. Ah ben, sur la question de la convergence des luttes de classe, comme on dit, sur les lieux de travail, dans une vision plus large de la lutte de classe, hein, qui inclut toutes les luttes décoloniales et toutes les luttes féministes, c'est évident. Le capitalisme aliène et exploite le travail en construisant en permanence l'inégalité des travailleurs. Pour lui, c'est fondamental.
Et aujourd'hui, où il est en difficulté justement dans sa légitimité pour décider le travail, parce que énormément de travailleurs maintenant estiment que la bourgeoisie capitaliste n'est pas légitime dans la façon dont elle définit le travail, entre autres pour des raisons écologiques, mais il y a aussi des raisons d'impasse anthropologique, etc. Disons que assumer cette responsabilité suppose que le capital puisse pas en permanence faire appel à des populations avec des droits plus faibles, les travailleurs détachés dans l'Union européenne, les migrants sans droit et considérablement utilisé. Hein. On n'imagine pas du tout l'agriculture sans migrants. Hein. Aujourd'hui, les fruits et légumes, etc., tout ça repose sur l'utilisation esclavagiste de migrants. Donc, il est absolument fondamental que les droits soient des droits liés au sol, hein, et non pas des droits liés à la nationalité. Hein. Le droit du travail, d'ailleurs, est un droit du sol, mais en revanche, le droit de citoyenneté, pour le moment, est un droit lié à la nationalité. Si nous faisons entrer la maîtrise du travail dans la citoyenneté, hein, si nous sortons la citoyenneté de la seule sphère politique pour la faire entrer dans l'entreprise, encore faut-il que les droits de citoyenneté soient des droits de tout résident. Hein. Et donc ça suppose toute une réflexion sur une culture coloniale qui, dans un pays aussi impérialiste que la France, n'a pas été faite. La gauche a participé aux entreprises coloniales. Hein, et donc, il n'y a pas pour le moment de bilan qui ont été faits réellement de la nocivité de l'entreprise coloniale. Et ça a à voir, évidemment, avec le succès du Rassemblement national. Ouais. Ça. Je rebondis sur cette histoire de bilan aussi. Je me demande dans quelle mesure aussi, là on se demande dans quelle mesure ces luttes-là peuvent participer aussi des luttes sociales pour les conquis sociaux. Je me demande dans quelle mesure aussi on ne sait pas encore bien assez dans quelle mesure elles l'ont déjà fait. C'est-à-dire que pour le moment, je pense qu'on a peut-être une histoire des institutions du social qui sont peut-être un petit peu trop centrées sur des figures de pouvoir qui sont masculines, blanches, etc. C'est-à-dire quand même, on étudie les espaces syndicaux avec pour le moment des meneurs du mouvement syndical qui étaient quand même surtout des hommes blancs. On va regarder du côté des ministères et en fait, pour le moment, on a une histoire de l'état social, de la protection sociale qui est sans doute un petit peu androcentrée, etc. Donc, je pense déjà que ce serait intéressant de voir dans quelle mesure les femmes, les étrangers, les migrants ont participé, mais effectivement aussi tout un ensemble de travailleurs qui sont plus invisibilisés, des travailleurs au parcours heurté, des travailleurs handicapés, enfin voilà, dans quelle mesure toutes ces personnes ont participé. Et ça, je pense qu'une histoire fine des comités de la protection sociale, mais aussi des mutuelles avant, avec toutes leurs limites, etc. Je pense sans doute qu'il va y avoir des travaux, il y en a peut-être certains aussi que j'ignore déjà, enfin certains qui existent déjà et que j'ignore, mais je pense que ce serait intéressant de voir déjà leur rôle passé. Et puis effectivement, moi je rejoins tout à fait Bernard, évidemment, hein, sur une convergence des luttes qui, a priori, relativement logique, qui devrait se mettre en place à partir du moment où on discute d'une manière démocratique, ouverte, inclusive, on dirait aujourd'hui, de penser le travail, les droits, la dignité. Alors c'est un mot qui a été beaucoup dévoyé, donc je sais pas si c'est le bon, mais de l'ensemble de la population présente dans un espace à un moment. Enfin, ça semble un peu absurde de le limiter à des catégories particulières. Donc voilà, d'autant que je pense qu'en l'occurrence les femmes, les étrangers s'y connaissent assez bien au travail gratuit. Donc vu qu'on a dit que ça faisait partie des questions du moment, je pense que voilà leur place ici est absolument nécessaire.
On l'a vu un peu dans les luttes des travailleurs des plateformes, c'est des enjeux qui se sont mélangés, hein. Il y a, notamment sur la plateforme Frishti, mais c'est pas du tout la seule, des mobilisations pour défendre les droits des travailleurs et des conditions de travail un peu moins mauvaises se sont mélangées à des luttes pour l'obtention des papiers, hein, des livreurs qui étaient très largement sans papier. Donc voilà, ce sont des espaces qui sont déjà de toute façon dans la réalité des faits des espaces où les luttes viennent un peu voilà, converger. Mais par contre, c'est vrai que je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, les plateformes dont on parle, les plateformes numériques de travail dont on parle dans le débat public, mais aussi dans les procès, restent quand même, par exemple, des plateformes d'hommes, de travail masculin. Il y a des plateformes sur lesquelles les femmes sont plus représentées, les plateformes de micro-travail, des plateformes où on fait appel à du travail domestique, évidemment. Bon, là, on va retrouver, pour le moment, dans l'ordre des choses qui est le nôtre, plus de femmes, et celles-ci, on en parle moins. Il y a quelques thèses en cours, ça va être vraiment important déjà de mieux le connaître, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins dans l'espace du débat public, de la régulation politique, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, ce sont des plateformes sur lesquelles, voilà, les femmes sont plus nombreuses, travaillent dans les mêmes conditions en termes de statut d'emploi, enfin voilà, auto-entrepreneurs, avec des formes de travail très, très éclatées, très hétéronomes, des horaires très problématiques, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Donc je pense que, en tout cas, c'est quelque chose à toujours garder en tête. C'est-à-dire moi, je pense que quand j'ai commencé à travailler sur les plateformes, je ne me suis pas rendu compte que je travaillais sur des plateformes d'hommes, etc. Et que voilà, je pense je m'en suis un peu rendu compte. Je pense qu'on m'a interpellé là-dessus. Sans doute aussi parfois des étudiantes plus jeunes qui ont été mieux formés à ces enjeux plus tôt. Et donc ça aussi, je pense, c'est une raison de garder confiance dans la suite, quoi. Il y a une conscience plus forte, je pense, des inégalités de genre. Je pense que une conscience plus forte aussi de la nécessité d'une histoire décoloniale. La conscience plus forte, et bon, c'est pas une conscience comme ça éthérée, hein, ça, il y a des structures matérielles, mais une conscience plus forte de l'urgence écologique. Et ça, je pense que tout ça, ce sont des signaux d'alerte, des vrais dangers un peu imminents qui pourraient amener à des avancées sociales majeures, quoi. Oui. Une autre question qui a été un peu abordée, je l'avais posée d'une autre façon tout à l'heure, mais puisque tu reparlais des travailleurs détachés et aussi par rapport à l'économie des plateformes, la question de la régulation, les institutions européennes justement, quel rôle elles peuvent jouer là-dedans? Est-ce qu'elles peuvent accompagner une meilleure réglementation du monde du travail, notamment voilà en termes d'encadrement par rapport aux travailleurs détachés, etc. Ou est-ce que finalement, ne serait-ce que par les questions budgétaires, de contrôle budgétaire, elles apparaissent pas comme un frein à ce nouveau type de politique? Je peux dire un mot sur les plateformes, mais qui sera voilà une vision assez parcellaire, hein, de ce qui se passe. C'est vrai que c'est assez intriguant, comme pour le coup au cours de ma formation, l'Europe était toujours présentée comme un agent assez fort de la mise au pas libérale de l'ensemble des pays européens. Et là, ces dernières années, je sais pas si c'est inquiétant ou un petit peu réconfortant, mais c'est vrai que ces dernières années, elle joue presque plutôt le rôle de garant d'une certaine mesure, c'est-à-dire que en tout cas pour ce qui concerne les plateformes, pour le moment, la mesure un peu forte qui viserait à remettre du droit du travail dans ces plateformes numériques, c'est effectivement la directive européenne qui a été modifiée, mais au début partait quand même sur une présomption de salariat très forte pour les travailleurs des plateformes numériques. Et pour le moment, à son arrivée en France, c'est plutôt une fragilisation extrêmement forte de la directive qui globalement va absolument à l'encontre de la politique gouvernementale menée ces dernières années. Et donc on peut penser qu'elle va avoir finalement un contenu, une application faible. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas sûre de savoir comment il faut interpréter cette quasi-inversion. Je pense que c'est qu'entre-temps, l'État français est quand même devenu un champion du néolibéralisme. Alors il faut peut-être aller plus loin que ce terme-là, mais et que finalement dans cette drôle de dialectique, l'Europe est presque devenue un peu un modérateur de ces élans. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense pas pour autant que ce soit un espace duquel on puisse attendre des réformes en termes de démocratie sociale. Voilà, je pense que ça reste quand même assez loin de ce que cette institution propose et met en place. Oui, enfin sur ta réserve finale, on peut renvoyer aux travaux de d'Anne Dufresne sur la
bien sûr. sur la directive s'agissant des plateformes, enfin des travailleurs de plateformes, où il y a quand même un risque que les quelques droits supplémentaires attribués à ces travailleurs en fasse du coup le modèle opposé et opposable de fait au salaire, à la qualification, à la convention collective, etc., etc. C'est ambigu, disons, hein, cette directive européenne. Et par rapport aux questions budgétaires aussi? Là, ouais. Non, mais j'imagine que tout l'enjeu, c'est vraiment celui d'arrêter cette politique des caisses vides, hein, comme ça a été pensé par notamment Sébastien Gex, je sais pas si je prononce bien son nom, mais voilà, c'est vrai que tout l'enjeu est d'arrêter, de réussir à sortir. C'est les travaux de Benjamin Lemoine aussi, hein, sur la dette qui sont importants là-dessus. C'est cette rhétorique d'une sorte qui aurait une puissance mécanique qui viendrait assécher les ressources, soit étatiques, soit de la sécurité sociale, puisque c'est un budget spécifique. Mais voilà, il faut réussir à inverser au moins ce discours-là, c'est-à-dire les caisses sont vides seulement puisqu'on ne les remplit plus. Il n'y a pas de fatalité à ce que les caisses soient vides pour mener en place des politiques sociales émancipatrice. Il faut juste c'est pas une mince affaire, mais mener le combat pour retrouver des nouvelles formes de contribution qui permettent d'assurer l'ensemble des missions qu'on a évoquées. Donc là, voilà, l'assurance maladie, les risques vieillesse, chômage, mais aussi la sécurité sociale de l'alimentation et d'autres. Voilà, comme c'est dit dans les manifs, hein, de l'argent il y en a, hein, c'est juste il faut réussir à rendre obligatoire les contributions pour l'alimenter. Je pense que la contrainte européenne là-dessus, je pense qu'elle doit être pensée en ayant en tête cette nécessité de déconstruire le discours des caisses vides et de la dette qui serait un poids à porter. Voilà, je pense que le combat à mener est celui de remplir les caisses, mais je sais pas, j'imagine que Bernard a d'autres... c'est la dette, là, avec une grande majuscule, hein, c'est vraiment la divinité qui est en permanence invoquée pour nous soumettre. On peut sortir de cette religion de la dette. Hein, alors ça suppose une souveraineté monétaire, hein. Alors la souveraineté monétaire, dans le cas de l'Union européenne, c'est la sortie de l'euro et le maintien dans l'Union européenne avec l'euro comme monnaie commune et non pas comme monnaie unique. Mais ça peut être aussi en restant dans la zone euro et en déployant, les traités le rendent possible, hein, des gens comme Bruno Terrer, enfin des collègues spécialistes de la monnaie nous l'ont rappelé. Les États peuvent parfaitement développer un moyen de paiement non convertible en euros, valable sur leur territoire, et qui permettent de retrouver une souveraineté monétaire, parce que la dette, c'est une pure fantasme, enfin. Hein. C'est pensé comme naturel que le préalable à la production, ce soit la dette. Mais non, le préalable à la production, c'est l'émission monétaire des salaires nécessaires pour que les travailleurs se mobilisent. Même les néo-keynésiens de la MMT, enfin de la Modern Monetary Theory, sont très en avance sur ces questions-là. Alors, il faut évidemment revenir sur l'interdiction faite aux banques centrales d'avancer l'argent directement aux États. L'Union européenne s'est construite là-dessus précisément pour poser la dette comme la divinité qui nous a servi. Mais ça, c'est possible, hein, ça, c'est à notre portée.
Et puis, dans le cadre national, retrouver une émission monétaire qui permette de produire les 1500 milliards d'euros nécessaires à ce que chacun les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes ait en moyenne un salaire de 2500 euros par mois, net par mois. Et munis de ce salaire, produisent évidemment en valeur l'équivalent des 1500 milliards ainsi émis, pour que ce ne soit pas de la monnaie de singe. Tout ça est à notre portée, dès lors qu'on se débarrasse, qu'on devient athée de la religion capitaliste de la dette. Merci beaucoup. Alors, une dernière question qu'on souhaitait vous poser, c'est de savoir, Bernard Friot, comment envisagez-vous l'avenir du communisme et surtout, quel levier, selon vous, permettrait à votre héritage intellectuel de vos travaux de se transmettre et d'être réinvesti par les générations futures? Oui, mais il ne faut pas que tu personnalises la question. Je pense que c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est que de fait, à travers Réseau Salariat ou l'Institut européen du salariat, la revue Salariat, enfin bon, pour ce que je connais, puis il y a aussi des trucs souterrains, mais c'est pas tellement mes travaux, c'est une démarche qui prend au sérieux l'existence d'une classe révolutionnaire, qui sort la science sociale critique de cette idée qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi, la bourgeoisie, qui génère des victimes, qui peuvent de temps en temps avoir des rapports de force favorables, mais qui sont incapables d'instituer une alternative. Cette lecture-là que j'ai partagée longuement, très, très longtemps, je m'en suis débarrassé et je suis pas le seul. C'est-à-dire que maintenant, on est quand même, on est en train de sortir d'une analyse du capitalisme comme une structure qui ne change que pour se reproduire. Des lectures plus fines, plus dialectiques, plus marxiennes, à mon sens, du coup, du capitalisme, font voir que une classe révolutionnaire institue des alternatives sur lesquelles il faut en permanence s'appuyer, les actualiser, enfin, etc. Moi, je constate avec plaisir, effectivement, que le mot communiste, par exemple, est un mot qui n'est plus un mot tabou, qui commence à être utilisé comme mot enfin tabou ou religieux, je sais pas quoi, une espèce de paradis sur terre où sans pouvoir, sans valeur, sans monnaie, enfin des trucs de croyance dans un paradis terrestre. Non, le communisme, c'est un mode de production qui se construit dans le capitalisme pour lui succéder, et puis il y aura encore autre chose après le communisme, c'est pas la fin de l'histoire. Cette vision un peu dépassionnée du communisme, ce terme, non pas comme outil de propagande ou de répulsion, mais comme outil scientifique d'analyse de la réalité, c'est quelque chose qui est en train d'advenir dans les sciences sociales. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que moi quand je les aborde dans les années 70, où on est dans la régulation, la domination, la répétition, la reproduction, enfin, etc., qui sont les termes centraux. Régulation, reproduction, c'est les termes centraux des années 70. Bon, aujourd'hui, non. Alors, il y a une symétrie de ces termes centraux qui est collapse, je sais pas quoi, effondrement. C'est la même chose. Régulation, domination, reproduction. Oh ben non, il y a une échéance qui nous arrive là sur le dos de point de vue écologique, et ça va être collapse, effondrement. C'est la même pensée dualiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée dialectique, et je vois qu'elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'il y a 40 ans, quand j'ai démarré mes travaux. Un mot.
Non, mais je pense que c'est tout à ton honneur et ça te ressemble de mettre en avant, voilà, un espace beaucoup plus collectif. Et je pense que tu as raison. Ce serait inquiétant si tu étais le seul à penser ça. Il y a un espace de recherche, de débat entre monde académique, monde de militants, monde politique, qui est nourri par tes travaux, par des travaux plus anciens d'économie politique, par Marx, etc. Il y a un espace. Après, voilà, sans vouloir te mettre mal à l'aise, il y a quelque chose d'assez passionnant et enthousiasmant chez toi. Je trouve que tu arrives quand même, et ça t'est peut-être un peu plus singulier, à avoir toute cette pensée critique révolutionnaire et à garder un souffle, un enthousiasme qu'on peut vite perdre quand on a une approche critique, parce que l'approche critique va être toujours sensible justement aux formes de domination, à l'exploitation, et on peut assez vite partir dans un discours qui va être très sombre, très inquiet, à essentiellement voir ce qui s'oppose à ce qu'on aimerait qui émerge. Et je pense que tu as quand même une position assez singulière dans voilà, quand on allume une vidéo de Friot, on sait qu'on va apprendre des choses et dévoiler des rapports de force, et voilà, et qu'on va trouver des issues, quoi, qu'on va trouver de quoi se rassurer sur le fait qu'il y a déjà des choses rassurantes, qu'elles sont là, qu'elles sont solides, qu'elles incarnent peut-être même le sens de l'histoire, et que tu continues à proposer des choses. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais tombée, mais c'est une parmi d'autres, sur ta vidéo qui parlait justement de refuser la production mortifère, mais t'es dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il faut démarrer par là. il faut déjà arrêter ça, et ça donnera du souffle, et ça libérera du temps et des énergies pour faire autre chose. Et voilà, je pense voilà, évidemment, tu es la partie d'un tout, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on garde ça de toi, qu'on continue à garder ce souffle-là que tu insuffles. Merci. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de répondre à cet entretien qui a été à la fois passionnant et enrichissant. Nous rappelons à nos chers auditeurs et auditrices que Le Vent se lève est un média indépendant qui ne vit que du soutien de ses lecteurs et de ses auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous soutenir en effectuant un don, en cliquant sur le lien dans la description. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt.